Les cargos s'arrêtent, dit net, et les repères logistiques se chroniques se fissurent. Derrière des décisions décrites comme techniques, l'Europe découvre une dépendance concrète à des ports et à des minerais qu'elle ne contrôle pas. Et chaque retard devient un signal économique. Que devient la sécurité des chaînes de valeur lorsque Ibrahim Traoré sert de repère à une inversion des règles, où le fournisseur impose désormais les conditions plutôt que de les subir? Ce qui ressemblait à une routine stable commence à révéler une vulnérabilité structurelle. Ce récit poursuit un objectif précis: démêler comment des décisions présentées comme techniques ont produit un déplacement durable du pouvoir économique. Pour vous, le bénéfice est clair: lire l'Afrique de 2025 sans angle mort. L'enjeu dépasse largement une conjoncture agitée. Lorsque des corridors d'exportation se figent, que des permis sont suspendus et que des chaînes de valeur se déplacent, les repères hérités cessent à dire de fonctionner sans annonce spectaculaire. Les États perdent des marges de manœuvre qu'ils pensaient acquises, les entreprises révisent leur modèle de risque et les citoyens subissent des effets différés que les discours rassurants n'absorbent pas. Ce qui se joue ici n'est pas une crise passagère, mais une redéfinition silencieuse des règles implicites du marché mondial, où aide, partenariat et stabilité changent de sens quand les fournisseurs reprennent la main. Comprendre cette transition permet d'anticiper les chocs plutôt que de les subir. Le signal n'a pas pris la forme d'un discours, mais d'un chiffre brutal. En 2025, le prix du cobalt triple en quelques jours, révélant une dépendance que beaucoup croyaient maîtrisée. Ce mouvement apparemment technique indique qu'un fournisseur peut désormais réécrire les conditions de sa participation à l'économie mondiale sans déclaration formelle. Pour comprendre cette secousse, il faut revenir à l'architecture qui l'a rendue possible. Pendant des décennies, les accords commerciaux européens ont organisé un échange asymétrique présenté comme coopératif. L'Afrique fournissait les ressources, l'Europe définissait les routes, les normes et les clauses. Les préférences tarifaires donnaient une impression d'équilibre, mais chaque préconditionnel, chaque contrat d'extraction et chaque dispositif monétaire ajoutait un degré de dépendance supplémentaire. Les monnaies arrimées à l'euro, les exigences imposées aux banques locales et l'afflux d'importations à bas coût ont freiné l'émergence d'industries capables de transformer la valeur sur place. Le système paraissait stable parce qu'il reposait sur l'inertie. Tant que les flux ne s'interrompaient pas, les courbes restaient lisses et les bilans rassurants. Pourtant, sous cette surface, les fissures s'élargissaient. Dans le Sahel, le bassin du Congo et la Corne de l'Afrique, une génération de décideurs a commencé à poser une question simple: pourquoi un continent riche en minerais, en terres et en énergie accepterait-il des règles façonnées ailleurs? C'est dans ce climat qu'Ibrahim Traoré devient un repère analytique, non comme figure isolée, mais comme symptôme d'un tournant partagé. Sa formule sur la liberté qui commence dans l'esprit cesse d'être une phrase pour devenir une méthode politique traduite en décision administrative. Des pays aussi différents que le Mali, le Ghana ou la Namibie engagent des ruptures qui se répondent, révélant une logique commune. Lorsque des cargos s'arrêtent et que des permis sont suspendus, le doute initial trouve une première réponse. Ce qui semblait un ajustement ponctuel marque le début d'un déplacement durable du pouvoir économique. Pour saisir le basculement, il faut quitter les déclarations générales et suivre les acteurs qui ont transformé une intuition en procédure concrète. Le changement n'est pas venu d'un sommet spectaculaire, mais de salles de réunion modestes, souvent invisibles, où des équipes techniques ont relu des clauses longtemps considérées comme intouchables. Là, des ministres des Finances, des responsables juridiques
et des cadres administratifs ont découvert que le levier réel n'était ni rhétorique ni idéologique, mais strictement procédural. Un premier cas l'illustre. Au Mali, la suspension de permis miniers détenus par des groupes étrangers n'a pas seulement interrompu des opérations en cours, elle a révélé qu'une souveraineté pouvait s'exprimer par un formulaire gelé et un calendrier repoussé. En quelques heures, les partenaires internationaux ont demandé des clarifications, signe que l'autorité effective résidait dans la règle appliquée, non dans le discours public. Le geste était limité dans sa forme, mais son effet psychologique a été immédiat. Un second cas confirme cette logique au Ghana. L'interdiction d'exporter de l'or non raffiné a déplacé la négociation vers la chaîne de valeur. Les acheteurs étrangers ont dû revoir leurs marges et leur calendrier, tandis que les autorités locales ont présenté la transformation sur place comme une condition minimale non négociable. Là encore, aucune mise en scène, seulement une décision administrative aux conséquences stratégiques. Ces exemples dessinent un fil conducteur clair. Le pouvoir ne s'est pas déplacé par proclamation, mais parce que des acteurs intermédiaires ont cessé d'appliquer mécaniquement des cadres hérités. Les premiers impacts sont restés discrets, mais ils ont modifié les attentes. Les marchés ont commencé à intégrer l'hypothèse d'un fournisseur qui décide. Et lorsqu'une règle change, c'est tout l'équilibre qui suit. Avant le basculement, les échanges suivaient une routine éprouvée. Les cargaisons partaient selon des calendriers prévisibles, les permis se renouvelaient presque automatiquement et les discussions commerciales se limitaient à des ajustements marginaux. Les marchés lisaient ces flux comme des constantes et les bilans intégraient cette continuité comme une donnée acquise. Après le basculement, cette normalité a cédé sans fracas, remplacée par une succession de décisions administratives, formulées dans un langage neutre mais aux effets cumulatifs. L'activation n'a pas pris la forme d'une annonce spectaculaire, elle s'est manifestée par des gestes successifs. Suspension de permis, exigence d'audit, conditionnalité nouvelle des exportations à des capacités locales de transformation. Pris isolément, chaque acte paraissait technique. Ensemble, ils ont créé un effet de seuil. Les cargaisons se sont figées, les assureurs ont demandé des renégociations et les délais se sont allongés. L'ancien système a montré qu'il dépendait moins de contrats solides que de l'habitude de ne pas les contester. Le climax est arrivé lorsque ces décisions ont commencé à se répondre d'un pays à l'autre. La République démocratique du Congo annonce qu'aucun cobalt ne quittera le territoire sans une capacité de raffinage locale. Le communiqué est bref, presque administratif. L'impact, lui, est immédiat. En quelques jours, le prix mondial du cobalt triple. Les fabricants européens ralentissent leurs lignes. Les ports méditerranéens se vident et ce qui était présenté comme un ajustement local devient un choc global. Les marchés découvrent que la dépendance n'était pas théorique mais structurelle. Dans le même temps, d'autres États suivent des logiques parallèles. Le Nigeria propose des mécanismes de paiement alternatifs contournant l'euro sans confrontation ouverte. La Namibie exige une participation nationale majoritaire pour toute nouvelle extraction. Le Ghana verrouille l'exportation de l'or non transformé. Aucun de ces actes n'est spectaculaire pris seul. Leur synchronisation, en revanche, brise un modèle qui fonctionnait par coutume plus que par loi. C'est dans cette phase que la référence à Ibrahim Traoré devient un point de lisibilité politique. Non comme chef d'orchestre unique, mais comme voix qui assume publiquement ce que d'autres mettent en œuvre discrètement. Ces prises de parole donnent une cohérence narrative à une série de décisions techniques déjà en cours. Le message circule. Les règles peuvent être renégociées sans déclaration de guerre économique. Les répliques se font alors sentir en Europe. Les réunions d'urgence se multiplient, les techniciens parlent d'Aixus
ajustement temporaire, mais les chaînes d'approvisionnement n'ont plus de marge tampon. Chaque cargaison manquante devient une faille. Le nickel s'agite, l'uranium se raréfie et les constructeurs automobiles évoquent donc des risques de baisse de production. Une inquiétude diffuse s'installe. La prospérité dépend désormais d'autorisations extérieures. La séquence se referme provisoirement sur une évidence. Ce qui a commencé comme une série de gestes administratifs s'est transformé en un tournant systémique. Le centre de gravité s'est déplacé sans fracas, mais avec méthode. Et la question ouverte au départ trouve une première réponse. Le pouvoir change quand les règles cessent d'être implicites. Avant les restrictions, les flux miniers africains alimentaient l'industrie mondiale de façon continue. Après elles, une seule condition ajoutée a suffi à révéler une fragilité systémique. Ce passage d'un flux présumé, garanti à une logique de conditionnalité, transforme des données routinières en signaux de rupture, lisibles par tous les acteurs du marché. Commençons par un premier indicateur, celui du cobalt. Lorsque la République démocratique du Congo annonce que l'exportation sera conditionnée à une capacité de raffinage locale, le prix mondial triple en quelques jours. Ce chiffre montre que la valeur ne dépendait pas de la demande finale, mais de l'accès sécurisé à la matière première. Il ne s'agit pas d'une flambée spéculative classique. Cette hausse révèle une dépendance structurelle. Un marché qui croyait disposer de fournisseurs multiples découvre qu'un point de passage décisif n'est pas substituable à court terme. Les fabricants de batteries, l'automobile électrique et les filières d'énergie renouvelable intègrent soudain un risque qu'ils n'avaient jamais modélisé comme politique. Regardons ensuite un deuxième indicateur, les réserves monétaires. Le 1er août 2025, 6 pays d'Afrique de l'Ouest suspendent plus de 30 milliards d'actifs libellés en euros. Ce mouvement signale une réorientation calculée et non une fuite panique. L'effet immédiat est autant psychologique que financier. Pendant des décennies, l'euro a fonctionné comme une encre perçue comme incontournable. En réallouant une part significative de leurs réserves vers des devises asiatiques et moyen-orientales, ces États démontrent qu'ils peuvent gérer le risque monétaire sans provoquer l'effondrement souvent annoncé. Les marchés européens réagissent par nervosité, tandis que les places africaines interprètent ce geste comme un apprentissage accéléré de la souveraineté financière. Enfin, un troisième indicateur apparaît clairement, la chaîne industrielle européenne. Après la réduction des flux africains, plusieurs constructeurs automobiles allemands évoquent des risques de fermeture d'usines en quelques semaines. La rapidité de cette alerte révèle l'absence de marge de manœuvre accumulée. Une industrie réputée robuste découvre que ses stocks tampons et ses alternatives logistiques sont insuffisants. Les ports de Marseille et d'Anvers, inhabituellement silencieux, deviennent des symptômes visibles d'une asymétrie inversée. L'Europe dépend désormais de décisions qu'elle ne maîtrise plus. Pris ensemble, ces trois chiffres dessinent une même logique. Le pouvoir économique ne s'est pas déplacé parce que les discours se sont durcis, mais parce que des paramètres mesurables ont changé. Les minerais deviennent des leviers, les devises se transforment en messages stratégiques et les chaînes logistiques agissent comme des capteurs de souveraineté. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré prend une valeur particulière. Ces prises de position n'ajoutent pas de données au tableau, mais elles donnent une cohérence politique à ce que les chiffres révèlent déjà. La liberté évoquée comme point de départ mental se traduit ici par des indicateurs concrets: prix, réserve et délai industriel. Les preuves ferment une dette de curiosité essentielle. L'ancien équilibre reposait sur l'inertie. Une fois cette inertie rompue, la mécanique devient visible. Pour mesurer correctement la portée du basculement, il faut d'abord présenter les critiques dans leur forme la plus rigoureuse.
Deux arguments dominent les analyses sceptiques, chacun appuyé par une logique cohérente qui mérite d'être examinée sans caricature. Le premier argument relève de la prudence structurelle. Selon cette lecture, les suspensions de permis, les interdictions d'exportation et les réallocations de réserves constitueraient une phase de négociation tendue mais transitoire. Les économies africaines resteraient dépendantes des revenus tirés des matières premières et les capacités industrielles locales demeureraient insuffisantes pour absorber l'ensemble des flux. Dans cette perspective, l'Europe conserverait des leviers financiers, technologiques et réglementaires capables d'amortir le choc. Le système actuel traverserait une turbulence, non une rupture d'époque. Le second argument met en avant le risque de dépendance nouvelle. D'autres analystes soulignent qu'un éloignement relatif de l'Europe ne garantit pas l'autonomie. Les capitaux asiatiques, les financements du Golfe ou les technologies importées pourraient recréer des asymétries comparables sous des formes différentes. L'Afrique, dans ce scénario, remplacerait une tutelle ancienne par une tutelle émergente, moins visible mais tout aussi contraignante. Le discours de souveraineté masquerait alors une simple rotation des partenaires. Ces objections sont cohérentes. Pourtant, les faits observables en limitent la portée. Le triplement du prix du cobalt, l'arrêt rapide de chaînes industrielles européennes et la suspension coordonnée de plus de 30 milliards d'actifs en euros indiquent autre chose qu'un geste isolé. Ils révèlent une capacité nouvelle à agir sur plusieurs leviers simultanément: ressources, monnaie et réglementation. Cette combinaison distingue une négociation ponctuelle d'une architecture en formation. De plus, les décisions prises par des pays aux profils différents suivent une logique commune: récupérer une part accrue de la valeur ajoutée et redéfinir les conditions, non rompre les échanges. Cette cohérence réduit le risque d'un simple déplacement de dépendance. Elle montre que la stratégie ne consiste pas à changer de tuteur, mais à multiplier les options. Dans ce cadre, les objections rappellent des risques réels, mais les données suggèrent que le statu quo n'est plus le point d'équilibre. Le centre de gravité s'est déjà déplacé. Jusqu'ici, les événements pouvaient encore être interprétés comme une succession de réactions défensives, liées à une conjoncture instable. À ce point précis, cette lecture cesse de tenir. Les décisions africaines ne sont plus perçues comme des exceptions nationales, mais comme des références implicites pour les négociations à venir. Les acteurs extérieurs commencent à ajuster leurs attentes avant même que de nouvelles annonces ne soient formulées, signe que le cadre mental a basculé. Le changement décisif réside dans la coordination. Les restrictions sur les ressources, les audits contractuels et les réorientations monétaires ne sont plus analysés séparément. Ensemble, ils dessinent une grammaire commune que les marchés intègrent progressivement dans leur modèle. Les primes de risque évoluent, les calendriers d'investissement se réécrivent, et la question n'est plus de savoir si l'ancien système peut être restauré, mais combien de temps il faudra pour s'adapter au nouveau. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend toute sa portée analytique, non parce qu'il imposerait une direction unique, mais parce qu'il nomme publiquement ce que d'autres appliquent déjà. En affirmant que la liberté commence dans l'esprit, il traduit une transition psychologique collective. Accepter que les règles soient négociables change la manière de les appliquer. Cette acceptation accélère le mouvement plus sûrement qu'un décret. À mi-parcours, une certitude s'impose. Le débat ne porte plus sur l'existence du basculement, mais sur ses conséquences concrètes. Les effets du réalignement ne se diffusent ni uniformément ni simultanément. Ils traversent quatre sphères distinctes: État, entreprises, citoyens et équilibres régionaux, chacune révélant une facette spécifique du déplacement de pouvoir en cours. Pour les États, l'impact immédiat est institutionnel.
Les gouvernements africains récupèrent un espace décisionnel longtemps contraint par des cadres externes. La suspension de permis, l'audit de contrats anciens et la redéfinition des règles d'exportation permettent de fixer des priorités sans validation préalable. Cette autonomie reste exigeante. Elle suppose une coordination étroite entre administrations financières, juridiques et industrielles. Là où cette cohérence progresse, l'État devient stratège. Là où elle manque, les tensions internes réapparaissent. Dans ce contexte, la référence à Ibrahim Traoré prend un sens opérationnel. La souveraineté n'est pas proclamée, elle se pratique à chaque signature. Pour les entreprises, les conséquences sont asymétriques. En Afrique, les acteurs extractifs et énergétiques font face à de nouvelles obligations. Participation nationale, transformation locale, transparence contractuelle. Certaines y voient une contrainte qui réduit les marges à court terme. D'autres anticipent un repositionnement plus durable fondé sur l'intégration de la chaîne de valeur. En Europe, l'effet est plus brutal. Les industriels découvrent que leur modèle reposait sur une continuité jamais garantie. Les annonces de ralentissement dans l'automobile, l'électronique ou l'énergie traduisent moins une crise conjoncturelle qu'un défaut de préparation à la négociation souveraine des fournisseurs. Pour les citoyens, les répercussions sont contrastées. Dans les grandes métropoles africaines, le mouvement suscite un sentiment de revalorisation politique. Les ressources, longtemps perçues comme abstraites, deviennent un enjeu public. L'idée d'une seconde indépendance circule, portée par la perspective d'emplois industriels et de recettes mieux captées. Dans les zones rurales, la transition est plus ambivalente. Les bénéfices attendus restent différés, tandis que les ajustements peuvent provoquer des tensions temporaires sur les prix ou l'emploi. Le récit de souveraineté inspire, mais il n'efface pas immédiatement les contraintes quotidiennes. À l'échelle régionale et géopolitique, le déplacement est tout aussi net. L'Europe perd son rôle d'arbitre implicite. Les États-Unis hésitent entre inquiétude et opportunité. L'Asie et le Golfe deviennent des partenaires majeurs sans imposer un cadre unique. L'Afrique n'est plus un espace à stabiliser, mais un acteur à consulter. Ce renversement oblige les institutions multilatérales à revoir leur grille de lecture. Ces quatre conséquences convergent vers une même conclusion. Le basculement n'est pas théorique. Il se mesure dans les procédures, les bilans et les perceptions. Le pouvoir s'est déplacé parce que les règles ont cessé d'être silencieuses. À horizon de quelques mois, l'évolution du réalignement africain peut suivre trois trajectoires distinctes. Aucune n'est certaine et aucune ne dépend d'un événement unique. Tout repose sur la capacité des États à coordonner ressources, monnaie et partenariats sans créer de déséquilibres internes durables. Le scénario de base est celui d'une consolidation prudente. Les gouvernements poursuivent la renégociation progressive des contrats d'extraction et de transformation. Les restrictions à l'exportation restent ciblées et réversibles. La diversification des réserves monétaires se fait par paliers afin d'éviter des chocs excessifs. Les capacités industrielles locales avancent à rythme mesuré, soutenues par des partenariats multiples. Dans cette configuration, l'Europe s'adapte sans retrouver son rôle directif. Le système évolue par ajustements successifs, moins spectaculaires que les annonces initiales, mais suffisamment cohérents pour stabiliser la transition. Le scénario optimiste repose sur une coordination accélérée. Les plateformes de paiement régionales gagnent en interopérabilité. Les projets industriels attirent des capitaux orientés vers la transformation locale plutôt que vers l'extraction brute. Les règles sur les ressources deviennent plus prévisibles, ce qui réduit l'incertitude pour les investisseurs.
Dans ce contexte, les États africains négocient à partir d'une position collective plus lisible. La valeur ajoutée progresse sur le continent et les partenaires extérieurs s'ajustent à des conditions nouvelles plutôt que de les contester. Le scénario défavorable apparaît en cas de fragmentation. Certains pays privilégient des recettes immédiates, tandis que d'autres bloquent les flux sans alternatives industrielles prêtes. Les tensions internes ralentissent les projets logistiques. Des pressions extérieures s'émergent sous forme de contraintes réglementaires ou de mesures coercitives. La dépendance à de nouveaux partenaires technologiques risque alors de recréer des asymétries sous une forme différente. Face à ces scénarios, une grille de lecture s'impose. Si les règles restent cohérentes, la transition gagne en crédibilité. Si elle se fragmente, l'incertitude reprend le dessus. La variable décisive ne sera pas la rhétorique, mais la continuité stratégique entre décisions économiques et objectifs politiques. À ce stade, le réalignement n'est plus une abstraction géopolitique. Il commence à produire des effets différenciés selon les profils, et chacun est concerné d'une manière spécifique, même à distance des zones extractives. Pour un premier groupe, les décideurs publics et analystes, l'impact est méthodologique. Les cadres de lecture fondés sur la stabilité des flux et la prévisibilité des fournisseurs deviennent insuffisants. Il faut désormais intégrer des variables longtemps secondaires: capacité de transformation locale, coordination réglementaire africaine, crédibilité juridique des États producteurs. Cela ne relève plus de la prospective lointaine, mais de la gestion courante. Ceux qui ajustent tôt leurs hypothèses gagnent en résilience analytique. Ceux qui tardent interprètent les ruptures comme des surprises alors qu'elles étaient signalées. Pour un second groupe, les entreprises et investisseurs, le changement est opérationnel. Les modèles de risque doivent être réévalués. La continuité logistique ne peut plus être supposée, elle doit être négociée. Les partenariats purement extractifs perdent en pertinence face à des logiques intégrées incluant transformation, formation et partage de valeur. À court terme, cela peut réduire certaines marges. À moyen terme, cela devient une condition d'accès aux ressources. Ne pas intégrer cette évolution expose à des interruptions coûteuses. Pour un troisième groupe, les citoyens attentifs aux dynamiques mondiales, l'enjeu est interprétatif. Cette séquence montre que le pouvoir ne se manifeste pas uniquement par des sommets, des alliances militaires ou des discours spectaculaires. Il s'exerce aussi, et parfois surtout, à travers des règles administratives, des contrats et des chiffres. Comprendre cela permet de lire l'actualité internationale autrement, en suivant les procédures plutôt que les déclarations. Dans ces trois cas, un même apprentissage s'impose. La stabilité apparente n'est plus un indicateur fiable. L'équilibre réel se mesure désormais à la capacité des acteurs à renégocier les règles sans rompre le système. Pour que la dynamique enclenchée ne reste pas un moment isolé, une méthode s'impose. Elle ne repose ni sur l'idéologie, ni sur l'urgence symbolique, mais sur une séquence d'actions déjà visible dans les décisions récentes. Cette feuille de route vise à transformer un basculement politique en capacité économique durable, mesurable et ajustable dans le temps. La première étape consiste à formaliser la gouvernance des ressources. Les États qui introduisent la notion de minéraux stratégiques doivent l'ancrer dans des cadres précis. Critères de participation nationale, exigences de transformation locale, audits indépendants et calendriers transparents réduisent l'arbitraire. La souveraineté cesse alors d'être déclarative pour devenir procédurale, lisible par les partenaires comme par les marchés. La deuxième étape concerne l'architecture monétaire régionale. La diversification des réserves
et les mécanismes de paiement alternatifs montrent une volonté réelle. Pour éviter des tensions internes ou des signaux contradictoires, ces initiatives gagnent à être coordonnées par des instances communes capables d'évaluer les risques, d'harmoniser les règles et d'anticiper les pressions extérieures. La cohérence monétaire devient un facteur central de crédibilité. La troisième étape vise les partenariats industriels. Les accords conclus avec l'Asie, le Golfe ou d'autres acteurs n'ont d'impact structurel que s'ils soutiennent la transformation locale. Ingénierie, formation et transfert de compétences doivent être intégrés dès la négociation. Sans cela, la dépendance change de forme sans disparaître. La quatrième étape relève de la culture institutionnelle. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend tout son sens analytique. Lorsque la liberté est décrite comme un point de départ mental, elle rappelle que la souveraineté se joue dans les détails quotidiens: rédaction des contrats, contrôle parlementaire, transparence administrative et vigilance citoyenne. En suivant cette séquence, la transition gagne en stabilité. La question n'est plus de savoir si le basculement est réel, mais s'il sera suffisamment structuré pour durer. L'image qui revient n'est pas celle des marchés en panique ni des sommets officiels retransmis en direct. Ce sont les salles discrètes évoquées plus tôt, ces espaces sans décor où des contrats ont été relus ligne par ligne sans slogan ni mise en scène. Là, un geste apparemment banal, une clause annotée, un calendrier modifié, un permis suspendu, a suffi à déplacer un équilibre que l'on croyait immuable. Avec le recul, le basculement apparaît moins comme une rupture brutale que comme une accumulation méthodique de décisions précises. C'est ce caractère patient qui en fait la force. Le changement n'a pas été imposé par la confrontation, mais par la maîtrise des règles existantes et leur réinterprétation assumée. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur analytique, non pour incarner une figure héroïque, mais pour rappeler que la souveraineté commence par une disposition intérieure avant de s'inscrire dans des procédures. Une phrase résume ce parcours: la dignité change la direction du monde. Elle relie les choix techniques à leur portée humaine et rappelle que les grandes transformations naissent rarement du fracas, mais d'une détermination calme. Ce récit ne cherche ni à clore un débat, ni à imposer une lecture unique. Le réalignement en cours n'appelle ni célébration automatique, ni inquiétude réflexe. Il exige une attention nouvelle, capable de distinguer les gestes symboliques des transformations structurelles et d'observer les dynamiques sans nostalgie ni fascination excessive. Pour les lecteurs engagés, suivre cette évolution signifie accepter l'incertitude comme donnée centrale. Les équilibres anciens ne disparaissent pas d'un coup, mais ils cessent progressivement de fournir des repères fiables. Comprendre les choix africains, leurs contraintes et leurs ambitions permet d'éviter les lectures simplistes et les réactions tardives. Le dialogue gagne alors en lucidité. L'espace reste ouvert pour confronter les analyses, questionner les hypothèses et enrichir la compréhension collective. Les désaccords argumentés, les lectures critiques et les compléments d'information ne fragilisent pas le débat. Ils le rendent aussi plus utile et plus précis. Une question demeure, volontairement sans réponse définitive: comment chacun peut-il adapter sa manière de penser l'économie mondiale lorsque les fournisseurs deviennent des décideurs à part entière?